transatlantique. Et la troisième raison pour être optimiste réside dans le fait qu'il va replacer dans les rapports, notamment les relations avec les alliés des États-Unis, l'importance des valeurs. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en lui, qu'il a pratiqué quand il était vice-président de Barack Obama et pratiqué tout au long de sa vie quand il parlait et pratiquait les relations internationales. Il a annoncé qu'il allait accueillir un sommet dit pour la démocratie. Son idée, finalement, c'est d'élargir le G7 à une espèce de G10 qui inclurait l'Australie, la Corée du Sud et l'Inde, et essayer d'élaborer des solutions, des réponses communes aux grands défis. En premier, les pandémies, la cybersécurité, le changement climatique, mais aussi toutes les questions qui concernent l'ingérence dans les élections. Biden est un des cofondateurs de la Commission transatlantique sur l'intégrité électorale. Ça, c'est très important et ça fera sans doute partie d'un des premiers éléments aussi sur lequel nous, Européens, on pourra faire des propositions très concrètes puisque là, il y a vraiment une convergence. Et puis, bien sûr, il y a tout l'aspect aussi du rôle de la Chine, notamment dans la technologie 5G. Là, c'est exactement un sujet sur lequel Biden voudra engager les Européens de manière très, très active et sur lequel, d'ailleurs, on voit qu'il y a toujours des désaccords. Mais il y aura toujours cette volonté de Washington de faire pression sur les Européens pour avancer sur ce sujet. Et quand on parle de ce pivot vers l'Europe, finalement, que Biden va traduire très tôt dans sa politique, je parle surtout aussi d'une réconciliation avec l'Allemagne. Ça, c'est très important. On le sent vraiment parmi ses conseillers. Il y a une volonté de rompre avec la relation qui s'est très rapidement détériorée entre Berlin et Washington sous la présidence Trump. Et d'ailleurs, un de ses premiers déplacements à l'étranger se fera en Europe. Et d'après ce que j'ai pu recueillir comme information, se fera notamment au travers d'un déplacement à Berlin où il fera un grand discours sur justement l'importance de redéfinir un agenda transatlantique et de renouer avec ses valeurs démocratiques. Donc voilà un petit peu, je dirais, les trois raisons pour être optimiste. Et bien sûr, il y a trois autres raisons pour être prudent, comme je l'ai annoncé. Numéro un, c'était le sujet de ma tribune, c'est que, et ce débat pour moi est résonne particulièrement ici à Paris, contrairement à mes collègues à Berlin ou encore moins à Varsovie, c'est qu'on prend en compte l'héritage de la présidence Trump et du Trumpisme, de la puissance de ce discours et de cette politique America First. C'est incroyable à quel point Trump a réussi à changer en profondeur le débat américain sur beaucoup de sujets, sur la Chine, sur les questions de souveraineté technologique, sur la nécessité de diversifier les chaînes d'approvisionnement, sur la mondialisation, sur l'importance de protéger les emplois américains, mais aussi sur le désengagement militaire des opérations post-11 septembre 2001. Avec vraiment en replaçant les questions de sécurité économique au cœur de la politique étrangère américaine. Et ça, c'est vraiment un aspect de la politique de Trump que les conseillers de Biden regardent avec énormément d'attention. La capacité de America First à avoir réconcilié les enjeux internationaux avec les préoccupations quotidiennes des Américains. Ce qui fait que Biden a baptisé sa politique étrangère de politique étrangère pour la classe moyenne américaine. C'est très important et c'est fondateur. Ce qui fait que, encore une fois, ce America First, ce nationalisme économique va se poursuivre sous une forme, comme l'a dit Guillaume, un peu plus polissée et un peu plus polie. Mais il y a vraiment une volonté de mettre l'accent sur le Made in America, sur Buy American, que ce soit dans le domaine technologique ou dans le domaine, par exemple, de la défense et de la sécurité. Donc là, il y aura une vraie continuité et tout ça aura un impact très clair sur la politique commerciale
de Biden, on voit à quel point le débat au sein du Parti démocrate sur les questions de politique économique internationale a profondément changé. Il y a vraiment un retournement de situation par rapport à des décennies de discours sur le libre-échange et maintenant un mouvement bipartisan républicain-démocrate en faveur du fair trade, donc du commerce équitable, que ce soit vis-à-vis de la Chine, mais aussi de l'Europe. Donc ça c'est quelque chose vraiment à garder en tête. Et aussi l'idée que les dépenses énormes, 400 milliards de dollars d'argent fédéral dans le Made in America, donc qui irait aux entreprises américaines, notamment dans la production de fournitures et de matériel pour lutter contre des pandémies, 300 milliards de dollars de nouvelles aides pour la recherche et le développement qui iraient notamment aux grandes entreprises technologiques américaines. Toutes ces dépenses domestiques, hein, donc qui iraient vraiment à l'intérieur des États-Unis, dans la stratégie de Biden, doivent être effectuées avant qu'il ne pense à conclure de nouveaux accords commerciaux internationaux. Donc, ce qui fait que les accords commerciaux, c'est franchement pas pour tout de suite, que ce soit avec l'Union européenne ou même le Royaume-Uni. Deuxième raison pour être prudent, c'est que le monde a changé. Le monde a changé ces 4 dernières années. Le leadership américain, on le voit aujourd'hui, est beaucoup moins bien accepté, beaucoup plus contesté. Des alliances se sont formées ou consolidées pendant ces 4 dernières années. La dernière en date, comme vous le savez tous, hein, c'est la signature de ce partenariat régional économique global donc qui lie les 15 pays d'Asie et du Pacifique autour de la Chine. Ça représente 30% du PIB mondial, hein, c'est pas négligeable. Et ce pacte commercial doit aussi être considéré comme le moyen pour la Chine d'étendre son influence dans la région et d'instrumentaliser ce retrait américain dès les premiers jours de la présidence Trump de ce fameux traité de libre-échange transpacifique. Et ces alliances-là qui se sont constituées avec comme toile de fond le retrait du leadership américain, c'est quelque chose en fait que Biden ne pourra pas renverser, ne pourra pas remettre en question. Donc je dirais que l'ordre international ou le désordre international est tout autre. Et donc le grand débat qu'il y a aujourd'hui parmi les conseillers de Biden, et tout le monde n'est pas d'accord, vous avez un peu la vieille génération qui dit bon, il va falloir un petit peu adapter les vieilles formules diplomatiques américaines, mais ce sera voilà, de l'adaptation symbolique, alors que d'autres, représentés par Jake Sullivan, qui est vraiment un conseiller très important, qui a la quarantaine, il dit non, il faut aller beaucoup plus loin, il faut vraiment qu'on se remette en question et surtout qu'on ne déballe pas les mêmes formules qu'on a pu faire sous l'administration Obama et qu'on porte un regard plus conciliant à l'égard justement de ces alliances, d'autres points de vue qui se sont développés au cours de ces 4 dernières années. Et donc ce débat à l'intérieur du Parti démocrate n'est pas encore résolu, mais ça pousse dans le sens véritablement d'une prise de conscience qu'on ne peut pas ressortir les mêmes formules qui ont été sorties à l'époque d'Obama. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dernièrement, quelles implications pour nous Européens? Pourquoi est-ce que ça nous incite aussi à être ici en France dans une attitude d'optimisme prudent, comme je l'ai dit? C'est parce qu'on intègre aussi que Donald Trump a été une leçon pour l'Europe et qu'il ne faut pas totalement l'évacuer comme si de rien n'était. Et c'est vrai que ce débat qui est très fort hein, en France sur l'autonomie stratégique, mais pas que stratégique, l'autonomie ou la souveraineté industrielle, technologique, médicale, industrielle, résonne particulièrement fort ici. L'idée que finalement, cette ère Trump nous a poussé à prendre conscience que le leadership américain évolue beaucoup plus en profondeur que juste la personnalité de Trump et qu'il faut donc se penser, nous, et réfléchir, nous, en tant qu'Européens,
comme une puissance moins dépendante de Washington, que ce soit sur le plan, par exemple, des questions climatiques, environnementales, et surtout de sécurité et de défense. Or, qu'est-ce que l'on constate? C'est que malgré les avancées qu'on a pu voir, notamment dans le débat allemand, où il nous semblait, sous l'impulsion française, avoir amené Berlin à une meilleure internalisation, une meilleure intégration de ce débat en Allemagne. On a cette tribune de la ministre de la Défense allemande à la veille, donc le 2 novembre de l'élection américaine, qui titre et qui dit textuellement « Il faut mettre fin à l'illusion d'une autonomie stratégique européenne et admettre, reconnaître la dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. » Et donc là, on se rend compte que les progrès qu'on avait faits dans ce débat entre Européens, avec maintenant l'arrivée d'un Biden à la Maison-Blanche, se trouvent à nouveau ébranlés. Et les discussions que j'ai avec mes collègues à Varsovie, c'est puissance 10, hein, avec vraiment cette volonté de renouer avec les États-Unis, un leadership américain plus crédible, et puis avec toujours l'OTAN comme organisation de sécurité principale en Europe. Donc ce débat n'est pas résolu, et ce que je vois arriver, c'est au contraire des divergences qui s'accentuent au fur et à mesure de l'approche de la date d'inauguration du président Biden. Et je conclus enfin sur les deux sujets, je pense, de tension qui persisteront sous l'administration Biden et sur lesquels nous, Européens, nous devons être particulièrement proactifs. C'est d'abord la question du burden sharing, hein, ce fameux partage du fardeau. La Chine restera le focus, la priorité stratégique de l'administration Biden, c'est une évidence. Et donc, il demandera de la part des Européens une prise en charge encore plus importante du fardeau, notamment de la gestion des crises, sur notre flanc sud, notamment en Afrique, en Méditerranée, au Moyen-Orient, une région de laquelle Biden, tout comme Trump, tout comme Obama, souhaite pouvoir se désengager. Donc là, ça devrait nous inciter, et la France est vraiment dans l'impulsion sur ce sujet-là, à justement renforcer nos capacités en termes d'autonomie stratégique, puisqu'on sera de toute façon confronté à des scénarios où Washington dira « excusez-nous, mais intervenir en Libye ou en Méditerranée, là, c'est pas du tout notre intérêt vital, comme ils disent, mais c'est une affaire européenne, c'est à vous de gérer. » Et l'OTAN ne sera pas forcément le bon cadre d'action. Donc, c'est cette anticipation de scénario qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus entre Européens. Et dernier point, ce que je vois de plus en plus arriver, c'est un peu une renégociation du partenariat transatlantique avec la Chine au centre de cette renégociation. C'est-à-dire que Biden va nous dire OK, je me réengage dans l'Alliance Atlantique, vous inquiétez pas, la sécurité de garantie américaine est toujours là, on va vous protéger, etc. Mais en échange, ils vont être d'autant plus exigeants envers nous, Européens, pour qu'on s'aligne de plus en plus sur la politique américaine par rapport à la Chine, et notamment sur deux aspects, un meilleur screening des investissements chinois en Europe, et puis aussi faire très attention au type de technologie que l'on pourrait exporter vers la Chine. Donc voilà, je dirais un peu l'évolution des sujets que je vois arriver. Et tout dernier mot de conclusion, moi je crois profondément que l'avenir du lien transatlantique dépendra beaucoup plus de nous, Européens, et de ce qu'on a proposé à Washington que de Washington eux-mêmes. Donc c'est une occasion pour nous d'être un partenaire beaucoup plus proactif aujourd'hui en amont de l'arrivée d'une administration Biden. Merci beaucoup, c'est très clair, ça ouvre beaucoup de perspectives. Ça fait penser au sujet aussi de la présidence française de l'Union européenne qui sera en pleine campagne présidentielle. Donc, il y a, pour des conseillers diplomatiques et pour des gens qui veulent faire des propositions, il y a sans doute une bonne année de travail devant nous tous. Je passe la parole à Léa Charpentier avec son regard du business, du monde industriel américain. Bien sûr. Alors, je vais peut-être commencer par présenter un petit peu la perspective de la Chambre de commerce américaine auprès de l'UE.
Première chose, on est non partisan. Donc, de toute façon, quand vous êtes responsable de grosses entreprises, vous devez faire avec toutes les administrations qui sont présentes. Donc, on n'a pas pris de position contre Trump, on ne prendra pas de position pro-Biden. De toute façon, il faut qu'on s'arrange de ce qui se passe. Il faut qu'on s'adapte aux changements de politique. Et c'est notre responsabilité vis-à-vis de nos employés, de ceux qui possèdent nos actions, de ceux qui gèrent les fonds de pension pour nos employés à l'avenir, de faire au mieux et de savoir gérer toutes les incertitudes du discours politique et du monde politique aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas optimiste des résultats qui sont sortis. Il n'y a aucun doute que le style Trump a été compliqué pour le monde de l'entreprise, surtout au niveau de l'incertitude. La politique par tweet, ce n'est pas forcément quelque chose que vous appréciez quand vous êtes CEO. et d'autant plus quand vous êtes comme nous, des acteurs de la politique publique qui essayent d'expliquer les changements au jour le jour et quelles sont les réactions, comment lire les réactions qui sortent des tweets à répétition dans la journée d'un président. Donc, la façon dont on regarde un petit peu les choses pour la politique Biden, et là je me basais surtout un petit peu sur le speech qu'il a donné hier, qui est vraiment les premiers éléments concrets pour voir où on va, ce que la politique Biden va donner. Il y a énormément de sujets qui sont très importants pour l'entreprise. Donc, il y a visiblement tout ce qui est plan de relance, il y a la gestion de la crise actuelle et tout ce qui est politique de santé. Et après ça, je remettrai un élément qui est un petit peu amorphe, mais très important, que je résumerai sous le chapeau un peu justice sociale. Au niveau santé et la gestion du Covid, on espère honnêtement avoir quelque chose qui va être beaucoup plus facile à lire, que ce soit de l'étranger ou de la perspective américaine, pour pouvoir gérer au mieux une crise qui n'a pas été un succès sous l'administration Trump. Donc, il est trop tôt pour vraiment savoir ce qui est faisable, ce qui va être faisable. Je pense que le gros inconnu, c'est ce qui va se passer après le 5 janvier. Vous avez une élection des sénateurs qui est reportée à cette date-là en Géorgie, qui fait la différence entre un Sénat républicain ou un Sénat démocrate. La capacité de l'administration Biden d'avoir un agenda qui est très ambitieux au niveau domestique va fondamentalement dépendre de cet élément. Ça va se jouer à un sénateur. Donc, on suit, on voit les annonces, mais la réflexion sur ce que ça va donner concrètement et si ça va être possible de faire passer tout ça, et ce que ça veut ensuite dire pour nous et nos objectifs économiques et notre possibilité de faire avancer un business model ou un investissement, tout ça, on attend avec grande impatience. Sur le plan de relance, il y a des tas de choses sur lesquelles on peut être optimiste. Les États-Unis ont sous-investi dans leur infrastructure depuis des décennies. Là, vous avez l'opportunité de vraiment faire les choses. Et d'ailleurs, on espère honnêtement en tant qu'entreprise américaine qui sont présents et actifs en Europe, que ce soit le cas pour les plans de relance européens également. Beaucoup de débats qu'on a eus, que ce soit sur la politique de l'énergie ou des politiques qui sont essentielles ou la politique digitale, c'était des débats un petit peu circulaires jusqu'à présent parce qu'on ne voulait jamais parler du fait qu'on ne pouvait pas investir dans l'infrastructure parce que les États n'avaient pas l'argent. Maintenant que tout le monde est en train de prendre de la dette et que les taux d'intérêt sont négatifs de toute façon, on a une opportunité, la première depuis peut-être 40 ans, de vraiment faire un investissement profond des deux côtés de l'Atlantique dans notre infrastructure. Et ça peut vraiment faire la différence sur l'agenda climatique, sur l'agenda digitalisation, sur tous les agendas qui sont vraiment nécessaires pour s'assurer que l'économie et de l'Europe et des États-Unis soient prêtes pour le 21e siècle. Donc ça, on va suivre avec attente. On s'attend que peu importe ce qui va se passer avec la Géorgie, il y aura probablement un plan de relance qui va passer, qui arrivera à passer par le Congrès. L'agenda politique que j'appelais un peu justice sociale, c'est celui où on a le plus de doutes parce que c'est là où on arrive sur des sujets qui sont extrêmement controversés entre les deux parties. Et c'est sans rentrer dans les lieux communs qu'on a entendus sur tous les plateaux télé de ces dernières semaines. L'Amérique est très divisée, les partis sont extrêmement divisés, donc tout ce qui a trait sur le salaire minimum, Obamacare plus ou moins,
sur toutes les discussions de taxation, qui sont une partie importante des discours de Biden en ce moment. Tout ça, c'est un petit peu, est-ce que c'est possible ou pas? Donc là, on a un effet déclaratif de l'administration de transition. Est-ce qu'ils vont pouvoir suivre cet agenda? L'une des choses qu'il faut vraiment garder à l'esprit, et je pense que c'est presque plus le cas pour le Congrès américain que pour la plupart des parlements européens, le système des checks and balances américains a été fait pour préserver le statu quo. C'est extrêmement difficile de faire passer, même quand vous avez une majorité, des actes qui sont vraiment controversés et qui changent la donne. C'est en ça où parfois il faut passer par le judiciaire et d'autres branches pour arriver à des grands changements sociaux. La possibilité de faire passer quelque chose comme le fait de doubler le salaire minimum aux États-Unis, il y a certains États qui sont en train de faire passer ça par vote. De là à passer ça au niveau fédéral, ça va être un débat qui pourrait potentiellement tuer l'agenda législatif de Biden après, parce que ça va être un débat tellement difficile à gérer entre les deux parties. Donc, nous, en tant qu'acteurs du secteur privé qui regardons tout ça pour réfléchir un petit peu quelles sont les opportunités, moi, en plus de représenter la Chambre de commerce, je travaille pour une entreprise américaine qui est active dans le solaire. Alors, visiblement, on attend avec grande impatience les effets d'annonce sur ce qui va être fait sur les investissements en R&D dans les technologies propres et la façon dont on va envisager un petit peu la politique commerciale dans ce marché-là, qui est un marché qui a pas mal souffert de la concurrence avec l'Asie. Pour le moment, il n'y a pas de détails, mais c'est une fois qu'on commence à avoir un peu plus de matière que nous, les acteurs du secteur privé, on va pouvoir prendre les décisions d'investissement qui sont nécessaires à la relance. Et là aussi, si je peux me permettre de faire un petit message à la Commission européenne, aux représentants du gouvernement français, des gouvernements américains, éviter les effets de déclaration sur la relance verte et commencer à parler pratiquement de la mise en œuvre. Parce que vous avez des entreprises qui n'attendent que ça et ils ne peuvent rien faire avec des effets de déclaration. Donc, je sais que c'est un processus extrêmement difficile, mais là, ça fait 6 mois qu'on a des effets d'annonce. On est en pleine pandémie, donc c'est normal qu'il y ait des retards, mais le plus rapidement on saura qu'est-ce qui est éligible pour les financements verts, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment ce sera, est-ce que c'est au niveau national que ces fonds vont être déboursés, au niveau régional, au niveau européen, qu'est-ce que ça veut dire au niveau aide d'État européenne? Tout ça, ça a besoin d'être clarifié. Et pour le moment, c'est un labyrinthe. Et le plus rapidement on arrive à faire ça, le plus rapidement on va réussir à renouer avec la croissance dont on a tous besoin. Donc, en général, je dirais que c'est un petit peu comme ça qu'on regarde les choses de la perspective de l'entreprise. On est optimiste, on réalise que c'est l'agenda domestique des États-Unis qui va primer et que beaucoup de l'agenda international, que ce soit celui commercial ou celui que Virginie a bien mieux expliqué que moi sur la politique étrangère, va être vu à travers cette lentille vers la perspective un petit peu de la politique domestique, de ce que ça veut dire pour l'Américain moyen, en particulier l'Américain moyen des swing states, qui a voté Trump en 2016, qui a voté Biden par une assez petite majorité dans certains États difficiles. Et comment est-ce qu'on réfléchit un petit peu à la place des États-Unis dans le monde sous cet angle-là, qui est comment est-ce qu'on peut faire plus pour le travailleur américain moyen, qui n'a pas la vie facile en ce moment avec le Covid. Avec ça, je serais très heureuse d'ouvrir le débat parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le côté. Merci beaucoup Léa, merci beaucoup Alexandra, c'est très clair. Écoutez, on a une bonne vingtaine de minutes, on peut déborder peut-être de quelques minutes en plus, soyons fous. Qui souhaite se lancer? Alors moi je vais démarrer avec les questions, peut-être c'est Gigi Pass, ça doit être Jean-Jacques, c'est ça? Je ne me trompe pas. Monsieur Pascalet. Voilà. La position de Biden au sujet de la Turquie, c'est vrai que c'est un point important, on a parlé de l'OTAN, bon c'est vrai qu'en France, on n'est pas forcément hyper enthousiaste sur, enfin je pense, hein, sur ce qu'on peut faire avec l'OTAN tant que la Turquie est une menace ouverte contre l'Europe ou en tout cas la France, voire la Grèce. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a déjà une position ou est-ce que Biden se prépare à beaucoup de pragmatisme? C'est vrai que l'OTAN aujourd'hui, ça paraît quand même... est-ce que Trump n'avait pas un peu raison? Et est-ce que Trump et Macron ne pensent pas la même chose sur l'avenir de l'OTAN? Donc, la Turquie. Alors, ça, c'est plutôt anecdotique, mais est-ce qu'il y aurait des ancêtres Biden, des bidins, qui seraient des Français?
Ça, c'est la première fois que j'entends ça, mais c'est un bon point. En tout cas, est-ce qu'il a au-delà d'ailleurs, est-ce qu'il a une francophilie? Est-ce qu'il parle français? Est-ce que ça l'intéresse? Ou est-ce que, pas plus que Trump, la France n'est pas un truc qui résonne? Parce que c'est vrai qu'on est quand même un pays qui a la chance d'avoir une culture assez sympathique et que parfois les Américains cultivés aiment beaucoup. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut être un avantage? Et par ailleurs, allez-y, chers camarades, hein, n'hésitez pas à poser de premières questions comme ça. N'hésitez pas, et puis on va avoir Léa et Alexandra qui pourront répondre. Alors, qui souhaite prendre la parole en vrai? Non? Bon, la Turquie. La Turquie et la France. Ah si, allez-y. Voilà, allez-y, chère Madame Lino. Oui, non, l'INO, c'est une déformation de l'INOT, mais ça n'a pas de rapport avec Anaïs Nin, ça pourrait, mais ça n'en a pas. Je voulais simplement savoir quelle était la position, puisque Alexandra a parlé de courants un petit peu différents dans l'équipe de conseillers. Autour de moi, les gens sont assez inquiets de la position de Kamala Harris, qu'on dit à l'aile gauche du Parti démocrate, et on dit, oh là là, ça va à nouveau être le règne du politiquement correct. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur les orientations de l'administration Biden, pour les raisons aussi qu'a expliqué Léa, en raison de l'ultrapolarisation, des blocages éventuels au Congrès, ce qu'il faut se dire, c'est que ce sera en fait la parfaite excuse pour le président Trump pour dire finalement ma politique sera très modérée, très centriste, puisque que ce soit pour les nominations, par exemple, des postes secrétaire d'État, secrétaire à la Défense, etc., qui nécessitent justement l'approbation du Sénat ou plein d'autres sujets, qui resterait potentiellement à majorité républicaine, Biden, pour contourner cela, aura la parfaite excuse pour dire je m'éloigne un petit peu des idées, de la pression que j'ai pu subir pendant la campagne par des Bernie Sanders ou des Elizabeth Warren, pour finalement mettre en place une politique démocrate beaucoup plus traditionnelle et centriste. C'est vraiment aujourd'hui le discours qu'on entend. Et d'ailleurs, ça mettrait Biden beaucoup plus à l'aise par rapport aux orientations qu'il souhaite donner à sa politique à la fois intérieure et internationale. Sur les questions, sur l'équipe d'Obama, donc je lis là sur le fait que pratiquement tous les membres de son équipe seront issus de l'administration Obama et ne faudrait-il pas élargir l'équipe pour éviter de voir Trump revenir en 2024? Là, comme je l'ai dit, il faut absolument qu'ils actualisent leur grille de lecture, leur grille d'analyse, que ce soit sur les questions de politique intérieure et surtout de politique étrangère. Donc, ce débat a lieu aujourd'hui de manière hyper active au sein de son équipe. Après, les potentiels candidats pour les postes de secrétaire à la Défense, secrétaire d'État, etc., sont quand même des figures qu'on connaît bien. Notamment Tony Blinken, qui pourrait très bien être soit son secrétaire d'État ou plus probablement son conseiller à la sécurité nationale, qui est lui alors, du coup, pour répondre indirectement à la question sur le français, est un parfait francophone, connaît très bien la France. Mais il va s'entourer de tous ces gens-là, donc de ceux qui ont fait la politique d'Obama. Après, des conseillers plus jeunes vont le pousser justement à peut-être prendre davantage de risques et à être un peu plus inventif. Et je pense vraiment qu'on verra des résidus, sans doute même, de certaines méthodes ou de certaines prises de risques de l'administration Trump et être réutilisé, peut-être pas de la même manière, mais par une administration Biden qui se dit qu'ils ne peuvent pas appliquer les mêmes formules. Donc là, il y a un besoin de updater, d'actualiser un peu le logiciel. Sur la question Biden et la Turquie, c'est très intéressant parce que quand on parle de la Turquie avec les conseillers de Biden, il y a véritablement un embarras.
un embarras sur cette question, tout comme on sent cet embarras parmi d'autres pays européens qui ne souhaitent pas vraiment aborder la question. Ce que l'on peut dire, c'est qu'avec l'élection de Biden, ça va très largement limiter la marge de manœuvre d'Erdogan, qui a pu compter sur une certaine tolérance du président Trump. Donc on verra quand même une Maison-Blanche qui sera beaucoup plus prompt à faire pression sur la Turquie et surtout un Congrès américain aussi qui se montre de plus en plus impatient. Et là, il y a quand même un consensus bipartisan entre républicains et démocrates qui vont dans le sens justement d'une politique américaine plus ferme vis-à-vis de la Turquie. Après, il y a toujours cette question sur la Turquie, membre de l'OTAN. À Washington, la Turquie est considérée comme un partenaire, un membre de l'Alliance atlantique géostratégiquement indispensable, notamment pour peser sur la région du Moyen-Orient. Donc, c'est toujours comment trouver un équilibre entre le fait que ce pays fait partie de l'Alliance atlantique, mais qu'il est en même temps comme on dit, un spoiler, c'est-à-dire un acteur qui abîme et qui nuit à la cohésion à la fois militaire et politique de l'Alliance. Et sur ce sujet-là, je pense que les discussions, notamment franco-américaines, seront sans doute beaucoup plus directes et constructives qu'on a pu le voir à l'époque de l'administration Trump. Est-ce que, pour pousser un petit peu sur le sujet, est-ce que c'est le retour d'une forme de rôle moral, un peu de politique morale, parce que c'est vrai que Bush, Clinton ou Obama avaient tous, même si ce n'étaient pas forcément les mêmes moteurs, avaient quand même une vision assez haute de ce que devait être le rôle des États-Unis et le fait qu'on n'acceptait pas des comportements qui allaient vraiment contre les droits de l'homme, etc., par rapport à Trump, qui était plutôt le deal maker, qui assumait d'être un homme de réel politique. Est-ce que c'est le retour peut-être d'un rôle un peu plus moral, ou est-ce que finalement on va rester quand même sur une stratégie assez isolationniste où finalement la morale c'est bien, mais enfin avant tout on va protéger les intérêts américains et pas aller dans des combats risqués ou prendre le risque de se fâcher avec les Turcs ou avec des partenaires comme ça, notamment je pense aussi à l'Arabie Saoudite ou des pays comme ça. Est-ce que là-dessus il a déjà dit des choses, Biden Bien sûr, il y a une vraie volonté de restaurer ce qu'il appelle d'ailleurs le leadership moral des États-Unis, et notamment à travers ce sommet pour la démocratie que j'ai mentionné, c'est vraiment de prendre le contre-pied de Trump qui, comme vous l'avez dit très justement, s'est plutôt aligné avec les régimes autoritaires, y compris ici sur le continent européen, notamment avec le gouvernement polonais ou hongrois. Donc là, on verra vraiment une inversion totale de cette approche qu'on a pu voir à l'époque de Trump. Après, comme je l'ai dit, on l'a vu, Obama, après 2 mandats de Bush Junior, n'a jamais vraiment réussi à réinstaurer l'image des États-Unis sur la scène internationale, à complètement restaurer le soft power américain. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus abîmé, c'est justement ce soft power américain, c'est la capacité des États-Unis, à travers leur modèle qu'a mentionné Léa, socio-économique, de justice, le modèle politique, démocratique. On le voit que ce modèle américain aujourd'hui est très abîmé après 4 ans de Trump et n'attire plus autant qu'avant, et qui a eu du coup l'émergence et la consolidation d'autres modèles plutôt autoritaires qui ont fait émerger en fait une espèce d'international de régime autoritaire avec des valeurs différentes. Et ça, c'est une évolution qui est finalement difficilement réversible. Donc cette volonté de restaurer le leadership moral de Biden, qui est extrêmement sincère, se trouvera confrontée à une réceptivité peut-être moins évidente dans le monde. Et c'est ce travail-là qui va être le plus difficile à faire. C'est vraiment de rétablir la confiance qui aujourd'hui est vraiment mise en question, y compris ici en Europe. Peut-on refaire confiance entièrement à Washington après ces 4 ans d'administration Trump, et avec à l'horizon les 4 ans après Biden,
Est-ce qu'on n'a pas la certitude ou l'incertitude que les engagements qui seront pris par Biden sur le climat ou autres ne vont pas être remis en question par son successeur qui pourrait ressembler à un autre Trump? Et c'est ça, pour moi, je dirais, la plus grosse incertitude aujourd'hui de la politique américaine. C'est clair. Léa, peut-être si tu voulais réagir peut-être sur les différents courants dans le Parti démocrate, notamment le rôle de Kamala Harris. Ou, voilà, oui, honnêtement, je ne pense pas que Kamala Harris soit la plus radicale des gauchistes. Hein. Je pense que s'il y a des courants au niveau du Parti démocrate qui veulent pousser dans une direction qui va vraiment assez loin du démocrate centriste, on les a vus quand ils étaient candidats à la primaire démocrate. Alors, ils ont, à mon avis, le droit de dire ces démocrates un peu plus, entre guillemets, radicaux de gauche, qu'ils ont permis à Biden de gagner sa victoire parce qu'ils ont eu ils ont un following qui est quand même non négligeable dans la jeunesse américaine, qui a plus voté dans cette élection que c'était le cas avant. Mais de là à savoir s'ils peuvent passer une audition au Sénat et qu'est-ce qu'on va leur donner comme petit élément de politique, en fait, pour pouvoir garder leur soutien, mais en même temps ne pas les mettre sous les feux de la rampe. Je pense que ça va être quelque chose qui est en train de se jouer maintenant dans l'équipe de transition. Donc, faudra voir. Je ne m'attends pas à quelque chose de radical, mais il y a un vrai clivage au sein du Parti démocrate maintenant. Ils sont obligés, pour gagner les élections, d'être tellement larges qu'on ne sait pas trop quel est leur ADN. Alors que c'est l'inverse pour les républicains qui, eux, ont réussi à se concentrer sur des sujets de plus en plus minimes et basés sur... Enfin, pas minimes, mais moins en moins de sujets, mais des sujets qui sont auxquels les voteurs réagissent de façon de plus en plus viscérale, ce qui leur facilite la vie au niveau de leur agenda, d'un certain côté, alors que ce n'est pas du tout le cas au niveau des démocrates. Et de vivre au Congrès avec cette coalition très, très large et d'essayer de faire passer de la législation qui est nouvelle et novatrice, ce n'est pas facile du tout et ça se ressent aux élections midterm qui vont se retrouver dans 2 ans. Donc, honnêtement, on verra ce qui se passe, mais je ne pense pas du tout que la perspective la plus radicale du Parti démocrate se trouve avec Kamala Harris. C'est clair. Je reprends la question de Tilag, Sarah Bakrim, qui s'interroge sur le désengagement au Moyen-Orient, notamment des troupes américaines, et plus largement d'ailleurs du désengagement de la région. Elle demande également, voilà, est-ce que finalement il y aura une politique plus interventionniste, mais dans une autre partie du monde, ou alors est-ce qu'on peut affirmer finalement que c'est la fin du leadership américain, en tout cas tel qu'on l'entendait sous Clinton, Bush, Obama? Ce sera un interventionnisme plus... Oh, pardon, allez-y. Non, allez-y. Non, juste pour dire, à mon avis, ce sera un interventionnisme plus opportuniste qui... Même si je suis sûre que... Biden est quelqu'un de très catholique et d'idéaliste. Donc, ça, ce sera dans ses discours et dans la rhétorique. Mais ça fait, depuis la fin de la guerre froide, il y a un courant de plus en plus puissant aux États-Unis qui dit que ce n'est pas le rôle des États-Unis d'être le gendarme du monde. Et ça, peu importe les discours de Biden, je ne vois pas que ça a été remis en question. C'était déjà le cas sous l'administration Obama. C'était incroyablement le cas sous l'administration Trump, mais je ne vois pas qu'un retour de l'administration Biden remette ça en question. Absolument, je partage tout à fait cet avis. L'idée de plus pouvoir et ne plus vouloir jouer ce rôle de gendarme du monde sur un plan militaire, c'est vraiment une tendance structurelle de la politique étrangère américaine. On sait que Biden a très très peu d'appétence pour laisser en place un nombre important de troupes américaines, notamment dans la région du Moyen-Orient. Mais peut-être que Trump va lui faciliter le travail
puisque sa promesse, il tient à sa promesse de retirer les troupes américaines, notamment d'Afghanistan, mais aussi d'Irak, mais aussi peut-être potentiellement de la Somalie, d'ici la fin de l'année, ou en tout cas avant l'inauguration de Biden. Et ce type de décision, notamment qui a été symboliquement signalé par le licenciement de son secrétaire à la Défense, Mark Esper, qui ne partage pas cet avis-là. Il dit qu'un retrait serait beaucoup trop prématuré et conduirait à des risques sécuritaires importants dans la région, était extrêmement politiquement très significatif. Et s'il décide de retirer les troupes, parce qu'il peut le faire, Trump est toujours le commandant en chef des armées américaines, jusqu'à la date d'inauguration de Biden le 20 janvier prochain. Donc, il peut toujours prendre ce type de décision. Et s'il prend ces décisions-là, même à contre-courant des républicains au sein du Sénat américain et de ses plus proches conseillers, eh bien ça, c'est typiquement une décision que Biden ne pourrait pas renverser. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable en tant que peut-être potentiellement dernière prise de décision de Trump dans ses habits de président des États-Unis. Alors, ça fait une très bonne transition avec la question suivante sur la Russie, puisque j'imagine que le retrait partout des troupes américaines fera très plaisir aux Russes dans ces cas-là. Est-ce qu'ils n'hésitent pas à envoyer des troupes un peu partout à la place? Pourquoi pas? Est-ce que du coup, comment est-ce que Biden et les démocrates d'ailleurs au-delà vont se sortir de toute la politique aussi qu'ils ont pu faire grâce aux Russes, puisque peut-être ce qui a aussi abîmé un peu Trump, c'est le combat qui a été mené par les démocrates sur ces liens supposé avec la Russie. Donc, comment on comprend des commentaires, de ce qu'on peut entendre, que c'est un sujet assez complexe parce que la Russie est certainement un partenaire important de toute façon pour l'Europe, pour les États-Unis, et voilà, mais que les démocrates sont allés un peu fort aussi en utilisant la Russie contre Trump. Donc, comment est-ce que, surtout si Trump arrivait dans un dernier moment de leadership, on va dire, retirer des troupes là, comment est-ce que Biden compte gérer ce sujet? Parce que là, c'est demain, quoi, hein, la relation avec les Russes. Sinon, tout d'ailleurs, je ne sais même pas si Poutine a déjà félicité Biden pour son élection. Je crois qu'il attend toujours, non? Je pense, oui. Mais sur la Russie, la Russie est caractérisée par Biden comme la plus grande menace à la sécurité des États-Unis, tandis que la Chine est qualifiée de plus grand compétiteur par rapport aux États-Unis. Et rien que ce qualificatif différent pour caractériser la Russie et la Chine veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que notamment sur la Russie, il n'y aura plus de décalage, comme il y a pu y avoir sous Trump, entre le Congrès américain, qui de manière bipartisane ne cesse de pousser pour une politique plus ferme et davantage de sanctions contre la Russie, et la Maison-Blanche, qui là, avec Biden, se réconciliera totalement avec cette politique, et notamment sur les questions aussi d'interférence électorale. Le Parti démocrate n'a toujours pas digéré 2016. Donc là, on va voir une action très vite sur ces aspects-là par rapport à la Russie. Par rapport aussi à l'Ukraine, Biden, on le sait, à l'époque d'Obama, était en charge du dossier ukrainien et donc souhaite aussi pouvoir avancer main dans la main avec notamment la France et l'Allemagne sur ce dossier. Donc là, c'est typiquement un dossier sur lequel la coopération transatlantique sera absolument déterminante. Et puis dernièrement, l'autre aspect, bien sûr, c'est que Poutine aura en face de lui, en Biden, un négociateur beaucoup plus sérieux, notamment dans le domaine du contrôle des armements. Voilà, donc sur tous ces aspects-là, très rapidement, on verra un contraste assez évident entre la politique de Trump et celle de Biden, qui est finalement assez claire. Ok. Alors, il y a la question de Jean-Maurice. C'est peut-être qu'il y a d'ailleurs que la question, c'est pas d'ouverture. Jean-Maurice s'interroge sur quelle ouverture sur la Chine est envisageable. Est-ce que d'ailleurs le fait de ne pas dire que c'est une menace pour les États-Unis, est-ce que c'est pas pour une preuve de la part d'un fin stratège comme Biden, la preuve que c'est son pire ennemi, finalement, beaucoup plus que la Russie? Est-ce qu'en gros, voilà, est-ce que ça peut s'améliorer ou est-ce qu'on va assister à une nouvelle guerre froide? Voilà. Sur la nouvelle guerre froide, je dirais rien, mais cette politique économique telle qu'on l'a entendue, le financement des technologies critiques, le financement de l'investissement Buy American, ça ressemble quand même au tenant de la politique industrielle chinoise.
Moi, je la vois comme définie comme une réaction à la puissance économique chinoise et ce que ça veut dire pour la remise en question du leadership américain et du mode de vie américain. Donc, sur la politique étrangère, Alexandra répondra ça bien mieux que moi, mais sur la politique économique et ce qui a été dit dans le speech d'hier, moi, j'ai vu la Chine en filigrane. Absolument, je partage cet avis. Et l'autre volet sur lequel Biden sera particulièrement agressif, c'est le volet technologique. Parce que dans le logiciel à nouveau washingtonien, la puissance qui détiendra la suprématie technologique sera la plus grande puissance du 21e siècle. Et là, il y a un mouvement de panique aujourd'hui à Washington qui commençait déjà à l'époque d'Obama, qui s'est accéléré sur Trump et qui est particulièrement bien intégré dans l'équipe Biden, que les États-Unis sont déjà en train de se faire dépasser par la Chine sur un certain nombre de technologies, que ce soit les semi-conducteurs ou que ce soit par exemple l'intelligence artificielle, avec toujours cette crainte que ces technologies de pointe soient utilisées aussi à des fins militaires. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que cette soi-disant guerre commerciale avec la Chine dépasse largement le domaine économique et commercial. C'est vraiment une compétition géopolitique, géostratégique et avant tout technologique. Et donc, par exemple, une Michèle Flournoy, qui est à 99% sûre d'être la secrétaire à la défense de Joe Biden, elle va investir énormément d'argent et de temps à essayer justement de développer et de consolider les technologies américaines pour confronter et contrebalancer la Chine sur ce volet. Et sur le pivot vers l'Asie, ce que l'on voit, c'est une volonté de déléguer un peu plus aux Européens les voisinages qui nous entourent, hein, que ce soit la Russie ou les voisinages sud, pour pouvoir aussi réinvestir davantage dans la puissance maritime américaine, notamment en Asie-Pacifique. Il y a vraiment une volonté de renforcer les capacités maritimes américaines pour pouvoir potentiellement affronter la Chine, notamment dans la mer de Chine du Sud. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intégré aujourd'hui à fond, notamment au niveau du Pentagone américain. Parfait. Question de Lorraine qui travaille avec nous, qui est notre Sciences Po américaine embarquée dans notre agence, qui s'interroge sur la volonté d'investir lourdement dans les entreprises et dans l'industrie américaine. Quelle évolution on peut imaginer dans les relations commerciales entre l'Europe et les États-Unis? Est-ce que vraiment il va y avoir de grands changements? Et quid des sujets de tarifs, de barrières douanières? Est-ce que là-dessus on en sait un peu plus ou est-ce que c'est la surprise pour le mois de janvier? Je vais peut-être commencer sur celle-là si ça ne dérange pas, Alexandra. Bien sûr. On attend sur les tarifs, honnêtement. Hein. Les tarifs dans la relation transatlantique, c'était un petit peu passé de mode, sauf sur des dossiers très chauds type Airbus et Boeing. Alors, ce qui est sorti du niveau de l'Union européenne la semaine dernière n'augure pas qu'on va en avoir fini avec les tarifs, mais je pense qu'il y a une opportunité là. Ce qui est quand même assez intéressant, bon, moi je suis normalement basée à Bruxelles, la politique européenne, la politique européenne du commerce utilise beaucoup plus les non-tariff trade barriers, donc utilise le droit européen, que ce soit de l'environnement ou des normes de sécurité comme limite à son accès au marché, beaucoup plus que les tarifs. Et ça, je pense que ça va continuer. La commission von der Leyen l'a annoncé de façon très claire. Et d'ailleurs, voyons honnêtes, c'est un tenant principal des politiques du Green Deal quand on regarde les détails. Donc, je ne vois pas cette dimension-là s'arrêter. Ce ne sera pas une guerre commerciale, mais les jours de discussion de TTIP et d'un accord de libre commerce entre les deux côtés de l'Atlantique, je pense, sont passés. Mais il y a des possibilités de collaboration et je pense surtout là où vous aurez un espèce de triangle avec la Chine où il y a une réalisation mutuelle de la part des Européens et des Américains qu'on est plus fort ensemble et qu'il vaut mieux être ceux qui adoptent les normes qui vont fixer un petit peu la donne internationalement et que si on agit de façon individuelle, on risque de ne pas arriver du tout à quelque chose qui est mutuellement
apporte des bénéfices mutuels aux deux acteurs. Maxime Prunier qui d'abord se demandait est-ce qu'on va avoir un pivot finalement vers l'Asie, des États-Unis, voilà, et qui complète sa question en parlant évidemment de la très récente signature du traité de libre-échange avec l'ASEAN de la Chine, entre la Chine, le Japon, la Corée. Il dit Biden part avec un sacré handicap vis-à-vis de la Chine. Est-ce que le TTP est définitivement abandonné ou non? D'ailleurs, au-delà, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce traité de libre-échange, ce qui est assez étonnant parce qu'on voit à la fois qu'il y a une construction américaine, japonaise, indienne et française aussi un peu d'une sorte d'axe pour contrer les routes de la soie et avoir une ligne de front en quelque sorte alternative à la Chine dans le Pacifique. Et puis, on voit aussi cette espèce d'immense zone de libre-échange d'un pays, la Chine, qui n'est pas un vrai pays libre-échangiste, a priori. Qu'est-ce que ça, on peut en penser? En réalité, on est un peu perdu, quoi. À quoi on doit s'attendre, du coup? Et est-ce que l'Europe, dans tout ça, d'ailleurs, est encore très utile? Parce que finalement, si le combat, le lieu d'affrontement, c'est pas l'Europe et l'Afrique, mais plutôt, comme on le pensait de façon un peu chauvine, mais finalement, c'est le Pacifique. Voilà, à quoi faut-il s'attendre? En complément de ce que disait Maxime, qui est une très bonne question. Le pivot vers l'Asie est déjà en cours. Il a été accéléré sous Obama, accéléré encore plus sous Trump, et il sera poursuivi sous une administration Biden. C'est une évidence. Le discours sur comment contrebalancer la Chine tout en essayant, c'est l'expression utilisée, de faire en sorte que les États-Unis courent plus vite que la Chine, notamment sur l'aspect technologique et économique. C'est l'obsession aujourd'hui de la politique étrangère américaine. Après, oui, on voit que dans cette période de transition avant l'inauguration officielle de Biden, vous allez avoir une course aux alliances, à la signature d'accords multiples pour essayer d'enraciner, de cimenter finalement des accords avant qu'un Biden arrive à la Maison-Blanche. Donc ça, c'est, je dirais, qu'une prémisse de ce que nous allons voir dans les semaines à venir. Est-ce que c'est un handicap pour Biden? Pas sûr. Biden, lui, il a une approche beaucoup plus, je dirais, multilatérale aussi par rapport aux relations avec la Chine. Il exploitera beaucoup le format Quad, c'est-à-dire les États-Unis négociant avec le Japon, avec l'Inde, avec l'Australie. Et tous ces pays finalement asiatiques ne cherchent pas un camp à rejoindre soit le camp chinois, soit le camp américain, mais c'est plutôt de trouver un équilibre entre les deux, puisque commercialement, économiquement, ils sont dépendants de la Chine, tous ces pays qui ont signé cet accord avec la Chine. Et en même temps, ils ont des relations diplomatiques, politiques, voire parfois de défense extrêmement importantes avec les États-Unis. Donc, c'est comment Washington doit accepter finalement que ces pays-là trouvent ou définissent une politique d'équilibre entre les deux, parce que c'est inévitable et ce n'est pas complètement incompatible. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Moi, j'avais une question peut-être un peu plus personnelle, enfin au sujet du personnage de l'homme Joe Biden. Par certains aspects, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est arrivé là où il est arrivé en jouant des premiers rôles, enfin des seconds rôles, mais après quand même une carrière très très impressionnante. Alors on se moque aussi un peu de lui sur son âge, sur des gaffes, des choses comme ça. C'est vrai que Trump là, c'est un peu passé son temps à dire qu'il faisait campagne dans sa cave, etc. Est-ce qu'il faut se dire finalement c'est une personnalité qui n'est pas une très forte personnalité, un peu comme nous on pourrait comparer, je sais pas, à François Hollande ou des personnalités comme ça, un peu consensuel, fin négociateur, mais finalement pas leader au sens voilà, d'Obama ou de personnalité très charismatique ou de Trump ou de Macron, enfin voilà. Ou est-ce que finalement on aurait tort de penser que c'est quelqu'un un peu du passé qui va être peut-être dans la main de ses conseillers? Enfin voilà, à quoi il faut s'attendre? Est-ce qu'il faut s'attendre à un homme fort finalement, une sorte de Clémenceau, ou plutôt à un François Hollande et un vieux monsieur tout à fait sympathique, mais qui laissera beaucoup de place, notamment à sa vice-présidente. Voilà. C'est une façon diplomatique de poser une question qui m'a été posée très différemment en privé. Mais vous, comment vous sentez cette personne à quoi faut-il s'attendre? Je vous laisse répondre, Léa. Ce ne serait pas un François Hollande. On peut couper l'enregistrement, si vous voulez.
Non, C'est comme la recording. moi, la question que je me posais personnellement, après avoir digéré un petit peu les résultats de l'élection, c'était un petit peu comme un accouchement, hein, il fallait... ça revenait. Mais je me demandais si Biden, ce ne serait pas un peu un Johnson, dans le sens où vous avez quelqu'un qui connaît vraiment le Sénat, qui sait comment faire passer les choses au Congrès. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un président comme ça aux États-Unis. Et ça pourrait peut-être être quelqu'un, oui, c'est pas l'homme des petites phrases assassines qui font le 20h, mais on dit souvent de lui que c'est le meilleur négociateur de Washington. Ce serait intéressant de voir, ça va être quelqu'un qui va réussir, à mon avis, à nous surprendre. Et potentiellement, il y a la dimension est-ce que ça libère un président d'annoncer assez clairement que c'est un président d'un seul terme, qui n'a pas besoin de rentrer en campagne 2 ans après son élection? Et est-ce qu'il va se permettre certaines choses que d'autres ne se permettraient pas, qui, eux, ont vraiment toujours à l'esprit les échéances électorales? Je pense qu'on pourra être surpris. C'est un profil très typique pour Washington, mais c'est un profil atypique pour la présidence américaine qui, depuis les dernières années, a vraiment choisi ses candidats dans les rangs de sénateurs. Obama, c'était un sénateur d'un seul terme, hein, donc c'était vraiment pas un insider de Washington. Beaucoup de gouverneurs ont été présidents, mais quelqu'un qui a une quarantaine d'années sur le Congrès, c'est une exception. Et on verra si c'est quelque chose qui peut amener beaucoup dans des temps qui sont quand même des temps troubles, ou si ça va être quelque chose qui va le limiter. Mais je pense qu'il est conscient de la gravité des choses et que ça ne va pas être un président du consensus ou un président à attendre que les choses se passent. Dans le contexte actuel, ce serait désastreux aux États-Unis. Merci beaucoup. C'était vraiment un échange passionnant. J'ai envie de vous proposer qu'on se retrouve dans 1 an, avant la présidence française, pour voir un peu ce qu'on a pu. Ah oui, il y a une question. Alors, le Covid aux US, mais franchement, est-ce qu'on peut arrêter, de Jean-Jacques, de parler du Covid? On n'a pas parlé du Covid pendant 1 heure et demie. Mais bon, alors, OK, le Covid aux US, très bien. Mais voilà, mais avant ça, je voulais vous proposer peut-être qu'on se retrouve dans 1 an pour faire un peu le point sur ce qui est le Biden en action, cette administration, et puis qu'on commence à parler également de cette présidence française qui sera un moment important, évidemment, puisque les États-Unis devront écouter la France, au moins lorsque la France sera à la tête de l'Union européenne. Alors, le Covid aux US. Ça reste sa première priorité pour Biden. Et je dirais à la fois en matière de politique intérieure, et c'est lié aussi à sa volonté de réformer l'assurance, la santé et les assurances santé. Ça, c'est vraiment sa première priorité. Et sur la scène internationale, c'est de restaurer le leadership américain en matière de santé également. Mais là, à nouveau, le monde a changé. On voit qu'à l'OMS, c'est notamment le moteur franco-allemand qui a pris le relais sur la réforme de l'organisation, et que la restauration du leadership américain, notamment sur les questions de pandémie, il va falloir qu'il fasse ses preuves. Et je dirais que le premier test pour le leadership américain en matière de Covid ou de pandémie, ce sera notamment sur la question du vaccin, puisque là, Trump avait dit, voilà, on se gardera le vaccin pour nous, Américains, America First. Et donc là, l'attitude de Biden, qui s'annonce déjà beaucoup plus dans le partage, sera pour moi un vrai test pour le leadership qui souhaite projeter sur la scène internationale. Mais à la fois en matière de politique intérieure et internationale, ce sera le premier sujet sur lequel Biden va se pencher. Et d'ailleurs, on voit qu'il commence déjà sa politique avec les masques. Il va travailler aussi main dans la main avec les gouverneurs, les représentants d'État. Et là, comme a dit Léa, sa capacité justement à travailler à la fois avec les démocrates, bien sûr, son propre parti, mais aussi les républicains. Il faut savoir que le sénateur républicain John McCain était un de ses meilleurs amis dans la vie personnelle et politique. C'est pas rien. Et cette capacité à travailler avec les deux partis sera très importante, notamment pour essayer de faire passer un nouveau plan de relance
avec bien sûr toutes les mesures que nous prenons en ce moment en France et en Europe pour remédier aux dommages causés par cette crise, notamment dans le domaine économique et social. Très clair. Donc, ça fait penser aussi que, pour reboucler avec un des points évoqués, c'est qu'on va avoir quand même quelqu'un qui est de tradition centriste, qui va naviguer avec du consensus et plutôt au centre. En tout cas, pour nous, on va quand même, je pense, retrouver des repères un peu plus habituels pour pouvoir se positionner, aider à décrypter aussi pour nos organisations. Et tout ça s'annonce absolument passionnant. Je vous remercie vraiment infiniment toutes les deux. Je vous remercie tous, chers alumni. Et puis, on se retrouve bien prochainement. Et je vous donne rendez-vous, si vous êtes d'accord, dans un an pour faire le point et voir si vos prévisions étaient les bonnes. Merci beaucoup et merci pour toutes vos très bonnes questions. À bientôt.